C'est vraiment les mains qui travaillent, la main qui tient la lame sur l'enclume et l'autre main qui tient le marteau. Il faut appliquer une certaine force suivant les phases de travail, donc frapper très fort pour vraiment déformer, allonger la matière, l'étirer, ou les phases plus douces qui servent à redresser, rectifier. Il faut apprendre à s'économiser, donc c'est pas forcément tenir le marteau comme une brute, hein. Souvent, j'utilise 2 ou 3 doigts. C'est vraiment très aéré, de façon à pas envoyer trop de choc dans le bras et dans tout le corps. Plus j'avance, plus j'ai l'impression d'affiner mon geste. J'ai mis des années, en fait, et j'apprends encore. Je continue d'apprendre à chaque épée que je fabrique. Alors on ne sait pas pourquoi les académiciens ont des épées. Les nobles avaient des épées jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce que la Révolution interdise le port de l'épée. Il n'y a pas dans les actes de l'Académie la raison pour laquelle les académiciens doivent porter une épée. En fait, c'est une sorte de goût qui s'est maintenu, qui s'est perpétué. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu anachronique aujourd'hui. Néanmoins, c'est un objet très symbolique et donc, de fait, on va pouvoir effectivement le décorer, le façonner pour qu'il puisse faire œuvre. Pour un joaillier, l'épée, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. On y met toutes ses tripes dedans. C'est un bijou, mais dans une proportion importante. Pour un homme exceptionnel, un homme rare, on doit interpréter tous les symboles de sa vie avec son style, le style propre au créateur. Et ça, c'est merveilleux. Nulla dies sine linea. Pas une journée sans une ligne. C'est une phrase qui me vient de mon père, qui était journaliste, grand reporter. Je l'ai toujours vu écrire. Mon père avait une joaillerie rue Saint-Honoré à 2 pas de la place Vendôme. Du matin au soir, il était à l'établi et le soir, il rentrait et hop, avec un papier et des feutres, il se mettait à la création. Le métier de joaillerie, je le voyais comme mon père le voyait, c'est-à-dire en tant qu'exprimer quelque chose d'artistique. J'avais une certaine admiration pour ce que je voyais dans le journal écrit par mon père. Et 3 jours après, ça servait à emballer les carottes. Et je me suis dit, jamais je ne serai journaliste. Il y a eu un livre qu'il avait dans sa bibliothèque, l'histoire littéraire des grandes invasions germaniques. Et ça parlait de la fin d'un monde. Comment un monde vous tombe sur la tête. Comme beaucoup de gamins, j'avais plein de livres sur l'histoire, donc c'est vraiment dans ces livres que j'ai vu mes premières représentations d'épées. Je suis fabricant d'épées forgées. J'ai fait le choix de forger au maximum, d'aller au plus proche de la silhouette finale. Il y a toute une partie des gestes qui est assez technique. Peut-être le plus technique, c'est le forgeage des tranchants. Il faut bien incliner le marteau, le barreau. Si on se rate, la lame reste toute plate. Moi, je fabrique exclusivement des épées tranchantes. On va faire une exception pour l'épée d'académicien. C'est une lame qui est fabriquée en acier, donc une lame plutôt étroite, plutôt légère aussi. Pointe mousse, comme on dit, une pointe donc arrondie qui ne blesse pas. Et là, on est plutôt éloigné de l'épée de bataille. On est plutôt sur un objet de cérémonie. Je suis élu à l'Académie française un jeudi. Le lendemain matin, mon épouse, Anne, et moi, nous avions rendez-vous chez un joaillier du Marais qu'on ne connaissait pas, mais dont on admirait les œuvres. C'était Thierry Vendôme.
Ce qui m'a étonné chez cet homme, sans savoir qui il était, il me demandait le nom de chaque objet, mais pas que le nom, la signification du nom. Comme la bague swirl, swirl c'est tourbillon en anglais. Puis d'un coup, il m'a fait ce geste comme ça, avec sa main, je trouvais ça très joli. Quelques heures plus tard, je reçois un message qui m'apprend qu'il y avait un grand créateur d'épées, Jean Vendôme, et que celui que nous avons vu le matin était son fils, Thierry. À ce moment-là, nous nous retournons vers Thierry en disant « Mais c'est extraordinaire, accepteriez-vous de prendre la suite de votre père ?» Ça a démarré comme ça, et j'ai fait mes croquis en partant de cette idée de gestuelle. Voilà. Techniquement, tout part d'un axe central, d'une tige filetée soudée sur la lame, et en fait, on pourra toujours, à tout moment, tout démonter, tout remonter. Là, c'est vraiment la première épée qui va être entièrement démontable. Ça remonte très très loin. Dès l'âge du cuivre, 11 000 ans, les premières pépites de cuivre martelées pour faire des outils, des petites dagues, etc. Donc on est encore un petit pied dans la préhistoire, oui. On a du mal à s'imaginer ça. Et pour arriver à comprendre comment il faisait, en fait, il faut désapprendre notre point de vue moderne, voilà. Ça me fait quitter un petit peu ma situation d'homme du XXIe siècle. C'est quelque chose finalement d'assez reposant.